Bonjour à vous tous, merci d'être ici. Je remercie aussi le FRAC naturellement pour l'accueil et l'ESA qui a organisé ça. Avant de commencer la projection des photographies que j'ai eues au MACRO, au Musée d'art moderne et contemporain à Rome, je vais faire une petite introduction. Alors, les thèmes de ces rencontres ici au FRAC, c'est l'exposition, la collection, les collections, les concepts de collection, les concepts d'exposition, y compris les concepts de musée. Alors, il y a eu déjà des conférences de mes collègues et aujourd'hui, moi, je ne savais pas comment vraiment aborder ce sujet. J'avais pensé à Duchamp, j'avais pensé à Guggenheim, j'avais pensé à Fondation, et en effet, je me suis décidée sur Giulio Paolini. Alors, pourquoi Giulio Paolini? Parce que c'est un artiste important. Il est aujourd'hui, il commence à vieillir aussi, comme tous les représentants de l'avant-garde italienne. Et surtout, c'est un artiste qu'on ne peut pas classer quelque part. On a essayé de dire qu'il faisait partie de l'arte povera, on a dit que c'était un conceptuel, on le dit encore, mais en effet, Giulio Paolini, il échappe à tout. Et c'est ce que je veux vous lire. D'abord, je veux vous raconter un petit peu ma démarche, parce que moi je suis un chercheur et j'ai eu une démarche comme ça de recherche. Petit à petit, je me suis rapprochée du sujet en essayant de trouver les fils qui relient et qui mettent en évidence la poétique de cet artiste si complexe et si important. Je dois dire que je suis arrivée aussi à Giulio Paolini par défaut, parce que je vis dans un univers d'artistes, je travaille à l'école supérieure d'art de Dunkerque depuis la nuit des temps, et je vis parmi les artistes, il y a des étudiants ici, voilà, et tout le temps. Et j'ai suivi l'art contemporain, son évolution, son involution, les problématiques, les thématiques, les crises, les moments de friction, les moments de retour en arrière, de découverte, de recherche, etc., etc. C'est un monde. Et Giulio Paolini est l'artiste par excellence qui se dérobe. Alors nous vivons dans un univers d'images, les concepts, l'histoire, la masse d'informations, Internet, Facebook, les réseaux sociaux, et de plus en plus, les bouquins. Moi ici, j'ai ramené quelques bouquins de ma bibliothèque, et non de la bibliothèque que je dirige à l'école supérieure d'art. Et lui, il se dérobe. Et lui, il s'efface. Sa poétique, c'est une poétique d'effacement, de recul. Déjà, ça m'a intriguée profondément. Et après, je suis allée à Rome et je suis allée voir l'exposition du MACRO, qui est le musée d'art contemporain de Rome. Il y en a deux, Maxi et Macro, et je veux vous montrer les dossiers photographiques qui m'ont été envoyés par les Macro. Et je vais vous dire aussi que j'ai contacté Giulio Paolini, j'ai contacté la fondation Anna et Giulio Paolini qu'ils ont fait à Turin, et j'ai commencé un parcours de recherche
un parcours d'études, un parcours de connaissances, petit à petit, comme ça, pour essayer de comprendre au maximum. Voilà, alors, si on peut passer ça en boucle. Alors, je remercie Arnaud et Albert, deux collègues de l'École supérieure d'art qui sont là pour m'aider, parce que sans eux, je crois que c'est une catastrophe. Mais voilà, alors, je vais vous lire, vous allez voir. Alors, je vais vous lire les pièces. Essere o non essere, 1994. Segni particolari, 1996-2013. Il y a deux dates. Une pièce, deux dates. On commence à comprendre. C'est une investigation policière. Deux personnages en cherche d'auteur, 96-2013. Giulio Paolini, Blackout, 96-2013. Giulio Paolini, Big Bang. Big Bang deux fois, 97-98. Alpha, un auteur sans nom. Immacolata Concezione, sans titre, sans auteur, 2007-2008. Immacolata Concezione, sans titre, sans auteur. Studio per l'autore che credeva di esistere. Alors, étude pour l'auteur. Je ne devrais pas traduire, parce qu'on ne peut pas traduire les titres des pièces, mais enfin bon, j'essaie. Étude pour l'auteur qui croyait d'exister. Rideau noir dans la salle, 2013. Ça, c'est la dernière pièce. Contemplator enim. Contemplator enim. Après, vous pouvez regarder. L'ospite, 99. L'auteur qui croyait d'exister. Immacolata Concezione. Big Bang. Être et ne pas être. Voilà, ça c'est l'exposition au macro. Alors, l'exposition à Rome a commencé en 2013 et s'est achevée au mois de mars 2014. Maintenant, il y a le deuxième volet des expositions de Giulio Paolini cette année, à Whitechapel, à Londres, du 9 juillet au 14 septembre. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il dit, Giulio Paolini? Alors, les publics, je vais avancer par citation. J'utiliserai la citation, beaucoup, et je vous expliquerai pourquoi. Les publics de l'exposition devaient se trouver face, non pas aux œuvres exposées, mais à un autre public, déjà là, se pressant dans la galerie, constituant déjà l'image d'ensemble d'une exposition en cours. L'idée, c'est que les visiteurs constituent les sujets même de l'exposition, dans un espace autre que celui parcouru par les visiteurs en char et en os. Le public qui afflue dans la première pièce se trouve devant l'entrée d'une seconde salle, déjà occupée par le public préexistant, fermée par une vitre transparente, placée dans les passages pour y arriver. Une exposition qui donne l'impression d'une exposition en cours de préparation, quelques panneaux de bois bruts, les uns à côté des autres, superposés, appuyés au mur, sont les substituts de la présence des tableaux, donnant une analyse des rapports purement conventionnels de toute exposition. Dans les dessins datés 64, l'idée est d'exclure toute espèce d'intervention ou de manipulation directe. Aussi, la feuille marque-t-elle seulement les termes de pure coïncidence, comme signature et année, et elle retient, mais sans aucune élaboration, un matériau déterminé, une autre feuille, le crayon, une reproduction, un instrument de travail, avec comme résultat de leur impliquer
de les impliquer dans un projet sans intention ni finalité. Sans intention ni finalité. De cet artiste, en parlait tout le monde. Et Giulio Paolini est né à Turin en 1940. Il a commencé son activité après avoir fréquenté une école d'art à Turin. Il a commencé son activité dans les années 60, l'année 1960. Il a participé aux attitudes de l'arte povera. Je ne parle pas des mouvements, parce que même si Germano Celant, qui est le grand spécialiste d'arte povera et qui a écrit les livres sur l'arte povera, celui-ci, voilà, hein, ça c'est le livre sur l'arte povera. L'arte povera est une attitude, un changement, une fracture, un moment de tension dans un moment de tension générale. Nous sommes dans les années 60 en Italie, 60, 70, jusqu'à 80. Là où il y a les grèves, là où il y a un mouvement ouvrier qui reprend force, l'immigration interne, les grèves à Fiat qui vont faire un désastre, les conflits entre l'État démocrate chrétien et la population, les partis communistes qui arrivent au sommet de son succès et de son, de sa diffusion, des conflits économiques, sociaux extrêmement importants et une réaction extrêmement violente. De là, on arrivera au terrorisme, aux Brigades Rouges, à la mort d'Aldo Moro et au phénomène du terrorisme. C'est un moment d'effervescence, c'est un moment où l'Italie change, la guerre est finie, l'économie reprend, il y a un bien-être, disons que la vie va beaucoup mieux, et la situation change, mais il y a mai 68 dans le monde et il y a aussi tout le reste en Italie. Alors, dans ces moments importants où tout change, où les Italiens ils retrouvent leur veine, disons, anticléricale aussi, malgré la présence de l'Église si oppressante, etc., etc. À ce moment-là, il y a un groupe d'artistes que vous connaissez sûrement, Cunellis, Pifaretti, Pascali, Calzolari, Giulio Paolini et Mario Merz, Marisa Merz, la seule femme, et qui casse toute une série de structures préfabriquées de l'art et qui sortent dans la rue et qui sont les guerrilleros de l'art. Et c'est eux qui disent ça. Donc ils occupent les friches, donc ils ont une poétique de rupture complète. Je ne peux pas m'attarder sur l'arte povera parce que sinon on arrive à demain matin, mais c'est un moment extrêmement important. Parmi ces artistes, il se faufile l'ombre de Giulio Paolini, l'ombre, hein, parce que Giulio Paolini il ne fait pas partie, à mon avis, ni d'arte povera, ni de l'art conceptuel. C'est Giulio Paolini. Alors, maintenant, je veux vous lire, donc je vais m'autociter l'article que j'ai écrit et qui doit apparaître bientôt. Alors, dans les sophistes, l'étranger délai, il part d'où? Pardon. Cet article que j'ai écrit vient de la pièce Être et ne pas être, qui est le titre de l'exposition au Macro. Voilà, ça c'est le petit catalogue de l'exposition au Macro, et qui a le titre shakespearien, évidemment, à Londres, hein, Être et ne pas être. Et ne pas être, non, ou, et. Dans les sophistes, l'étranger délai, porte-parole de Platon,
combat la position des Parménides selon laquelle ce qui n'est pas n'est pas. Platon distingue la négation absolue de la négation déterminée, le non-être du ne pas être quelque chose. L'artiste contemporain Giulio Paolini, né à Gênes en 40, s'interroge sur ce non-être, ou ce n'être pas un artiste. Celui-ci n'étant pour lui, et je cite, pas conçu en tant qu'individualité autonome et unique, mais ressenti un interprète constant et impersonnel du même rôle. Sujet irremplaçable, pourtant invisible, qui assume des noms différents à une époque différente. Présence, absence centrale, au sein de l'orbite ininterrompue de la généalogie qui sied à l'histoire de l'art. Histoire entendue comme conservation de l'espèce, de la beauté, tout au long de la querelle sans fin entre l'être et ne pas être quelque chose, Platon, au sein de sa permanence au monde. Dans une saison en enfer, Arthur Rimbaud affirme la vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde, poussés par son démon. Les poètes rentrent dans un univers inconnu, brisent son identité pour s'évader dans un monde inconnu et mystérieux où prennent forme ses fantasmes, ses absences, ses écarts, les parcours mystérieux de sa poétique sublime de l'être et du non-être shakespearien. Cette problématique en inframance du monde, pour citer Marcel Duchamp, concerne l'attitude de l'artiste Paolini, voué à parcourir un chemin mystérieux semblable à celui mystique. Voilà, là je m'arrête. Les parcours mystiques, les mouvements, l'attitude qui prend forme est l'arte povera, pauvre. Cet adjectif pauvre est extrêmement important. Pauvre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Aujourd'hui, on parle de pauvreté parce qu'on parle de développement durable, d'économie, on est en pleine crise comme avant et peut-être après. La pauvreté, qu'est-ce que c'est exactement pourquoi? L'art pauvre. Hein? L'art qui est richesse, fantaisie, imagination, beauté, etc., etc. Et là, je mets tout dans les paniers. Et tout d'un coup, il devient pauvre. Pauvre parce que, à mon avis, elle arrive à l'essentiel. Hein? À ce moment, les artistes, ils rétrécissent leur monde et ils arrivent à la pauvreté militante. Qu'est-ce que c'est la pauvreté militante? Alors, moi, j'ai fait des recherches à propos de Giulio Paolini et j'ai fait des recherches sur un franciscain, sur celui qui a été le général des franciscains après la mort de Saint François, Bonaventura da Bagnoregio. Saint Bonaventura. Les docteurs, comment on l'appelait, parce que l'Église se donne toujours ce titre extraordinaire, Seraficus, le docteur Seraficus et Bonaventura da Bagnoregio. Et Bonaventura da Bagnoregio dit, dans son itinéraire vers le Christ, vers Dieu, c'est cette faveur secrète que nul ne connaît s'il ne la reçoit, et que nul ne reçoit s'il ne la désire, et que nul ne la désire si ce n'est celui qui est enflammé jusqu'au fond des entrailles par l'effet du Saint-Esprit, naturellement. Qu'est-ce qu'il dit, Bonaventura da Bagnoregio? Il quitte la méditation, quitte la contemplation du mouvement franciscain à l'époque de Francesco, pas le pape d'aujourd'hui, hein, Saint François. Donc, il quitte les concepts de la méditation et de la pauvreté absolue prêchés par une partie du mouvement franciscain, parce que le mouvement franciscain, après François, il se divise, il y a des querelles terribles, il y a des histoires incroyables, je ne rentre pas là, mais extrêmement important. Et c'est un mouvement mondial, parce que c'est un moment de rupture. Le franciscanisme coupe
l'Église, il remet en discussion tout, et un peu comme l'arte povera, hein? Povera, cette pauvreté-là. Alors, quittant la méditation sensible ou intellectuelle, les saints, Saint Bonaventura, montent à l'étape suivante, la contemplation infuse, ou l'excessus mentis, extase des ténèbres, ou mort mystique, ou même simplement contemplation mystique. Tout ça dans l'itinéraire de l'esprit vers Dieu. C'est ça veut dire qu'il faut se débarrasser de notre esprit, renoncer au pneuma, du sensible comme de l'intellect, pour arriver à l'extase hors du continuum temporel. Ces concepts de renoncer, de renoncement, de se dérober, s'éloigner, Giulio Paolini l'a pratiqué et il les pratique encore. Lui, il n'est pas l'auteur. Il ne veut pas être l'auteur. Il ne veut pas être les sujets. C'est l'œuvre d'art qui existe et non l'auteur, et non l'artiste. L'artiste est en inframance, voilà, pour citer encore Duchamp, c'est les moyens pour que l'œuvre d'art se dévoile enfin, qu'elle existe. Elle existe parce qu'elle est déjà là. Elle a été déjà là toujours. Un écrivain italien très connu, Italo Calvino, a écrit l'introduction à un catalogue de l'exposition de Giulio Paolini en 1975. Un catalogue qui s'appelle, encore une fois un titre emblématique, Idem, 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 idem. Giulio Paolini procède par tautologie. Hein? Il répète, je reviendrai sur ce concept fondamental. Italo Calvino dit il se fâche, il se transforme en Palomar, que c'est son alter ego, et lui aussi c'est un écrivain problématique, c'est un écrivain qui ne veut pas être écrivain, parce que tout a été déjà dit, mais en même temps il fait partie de l'Oulipo, il invente avec Queneau, avec Pérec, ils sont là, qui trouvent d'autres solutions, d'autres poétiques, et ils veulent renoncer à cette structure, sarcophage du roman pour inventer une écriture vivante, une écriture qui soit comme les souffles du monde, quelque part, quelque chose qui sort des pages du langage, même au-delà du langage. Il faut inventer autre chose. Arte povera aussi. Giulio Paolini et Italo Calvino, ils se rencontrent, ils doivent se rencontrer, c'est trop, les affinités, elles sont là. J'ai trouvé aux archives de Turin une lettre autographe de Calvino où lui il dit il faut que j'écrive sur toi, il faut absolument, je suis d'accord avec Germano Celant, il faut que c'est lui qui a inventé ce nom Arte Povera, il faut qu'on se rencontre, il faut que j'écrive sur toi. Et il se fâche. Il se fâche et dit, moi je ne comprends pas ces peintres. Il ne parle pas d'artistes, Calvino parle des peintres. À l'époque on disait les peintres, on ne disait pas artistes. Il y a une différence. Donc, Calvino dit, mais qu'est-ce qu'il fait ces peintres il prend un clou, regardez, là c'est du matériau pauvre, voilà, pauvre dans le sens que Paolini il utilise de châssis, il utilise des morceaux de papier, il n'utilise pas la richesse ni les couleurs, lui en noir et blanc, il n'utilise pas tout ça. Hein. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait, dit Calvino, qu'est-ce qu'il fait, ces peintres qui prend un truc de couleurs, un pinceau, et il les met ensemble, et pourquoi il les met ensemble comme ça, et pourquoi lui il en fait de l'art. Et moi aussi, je suis comme lui.
Et toute son introduction est une analyse des pièces de Paolini à la recherche du langage. Parce que c'est, en effet, il n'y a pas artiste plus attaché au langage que Giulio Paolini. Giulio Paolini, c'est le langage et les magiciens. C'est un magicien de l'image. Et il le dit lui-même d'ailleurs, et tout le monde le dit de lui, c'est un magicien de l'image. Regardez là les pièces, je vous laisse regarder, comme ça je vois un peu. La pureté de ces pièces faites de rien du tout, posées par terre, où il y a des billes en verre, où il y a des morceaux éclatés, où il y a une photo d'Elfo. Si vous allez les voir, la photo de la photo de la photo. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un autoportrait. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paolini? Et lui, il change tous les temps, ces pièces. Ces pièces ne sont pas comme ça aujourd'hui. Hein. Au Macro, ils ont été exposés comme ça. À Londres, ils seront exposés différemment. Mais parce que lui, il s'en fout. Il change toute la disposition des pièces parce que c'est un parcours qui a commencé avant l'artiste. C'est pour ça qu'il ne fait que faire appel à l'art grec, à l'art romain, au baroque, aux artistes. Et regardez là, les pièces. Ça, c'est Lorenzo Lotto. C'est le portrait de Lorenzo Lotto. Qu'est-ce qu'il a fait, Paolini, de ce portrait? Et Calvino dit, mais qu'est-ce qu'il a osé faire? Il a pris un tableau d'un maître de la Renaissance italienne, et qu'est-ce qu'il fait avec ces tableaux? Il les photographie. Parce qu'il a choisi quand même un autoportrait. Non, pardon, un portrait d'un jeune. Pardon, c'est pas un autoportrait. On ne le sait pas d'ailleurs. On ne le sait pas, c'est ça le problème. Donc, et il a exposé Paolini à la même hauteur de nos yeux. Parce que toute la peinture entre nous, elle se déroule là, à nos yeux, à cette hauteur. Et pas plus en bas, en haut, là. Hein, la peinture, toute la peinture est là. Alors, c'est l'acte de la vision qui est extrêmement important et que tout est là. Mais qui est qui regarde? Les spectateurs. Avant de commencer cette communication, j'ai amené ma collègue à voir l'exposition à côté. Mais chacun voit une exposition comme il veut. Et c'est juste. Et l'artiste n'a pas son mot à dire. L'artiste, il est là comme un moyen, un outil, parce que l'œuvre d'art est déjà là. Et c'est elle qui nous parle. Donc là, il y a un portrait de Lorenzo Lotto. Et qu'est-ce qu'il fait Paolini? Il fait la photo. Et il utilise l'objectif. L'objectif, la caméra, ça c'est un autre œil. C'est pas le nôtre, c'est un œil mécanique. Donc ça change, tout change. Et chaque passage, c'est une œuvre d'art qui se reproduit. Et quand il met à côté deux statues de l'Antiquité, pas n'importe lesquelles, naturellement, mais on aurait pu utiliser les autres aussi, eh bien, il les met pas en face de nous, il les met qu'ils se regardent. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces regards, il y a les vides du temps. Hein? Et lui, il a utilisé ces vides du temps pour représenter l'art éternel. Alors, je vais continuer à lire mon article. Selon cet artiste, cette problématique en inframance, je vous l'ai déjà lu. Dans la dernière exposition de Paolini au Macro et à Whitechapel à Londres, l'artiste est rigoureux. Alors, c'est un franciscain. Il est proche de la pauvreté militante des franciscains, qui se dérobe de cet esprit de San Bonaventura quand il dit qu'il faut revenir à la contemplation. Mais lui, il est ironique, l'artiste, il utilise la contemplation, mais il ne contemple pas vraiment. Hein. C'est un rigoureux. De toute façon, la rigueur de ces installations magiques, et là, on la voit, on est dedans, on participe. L'artiste rigoureux présente ses œuvres en noir et blanc comme dans une cellule, un lieu sacré.
temple grec au couvent franciscain, grotte d'Éphèse au mausolée blanc d'un soufi. Ou comme il l'a dit, son studio. Lui, il parle toujours de son studio, parce que son studio, c'est là où il attend la venue de l'œuvre d'art. La chambre à soi de Virginia Woolf. Lieu de création, moi aussi je vais citer tout le temps. Lieu de création et de contemplation de l'œuvre et de soi. On pense au studiolo, le studiolo de la Renaissance du duc d'Urbino, quand même, sans fenêtre, au cœur du palais d'Urbino. Et là, il y a des reflets de bois précieux, des écailles, de velours. Les pouvoirs et la culture ensemble en beauté, là où naît l'œuvre, au sourd de l'histoire. L'œuvre en soi, politique, mathématique, littéraire, conceptuelle, à la bella maniera di Paolini, qui s'inspire toujours de l'art de la Renaissance avec des moulages en plâtre de sculptures classiques, ou avec ses reproductions des peintures emblématiques de l'Otto. Et à suivre dans les temps Velázquez, alors il fait un travail sur Velázquez en reprenant l'article de, l'écrit de Michel Foucault sur l'impossibilité du tableau de Velázquez et les Ménines, et Chardin, Acte d'amour en citation. Paolini cite tous les temps, parce que pour lui, il y a ce continuum. Il n'existe pas l'art contemporain, l'art moderne, l'art grec, l'art romain. Existe l'art. Et l'œuvre d'art, qui est toujours la même et qui se repropose et qui vient du fond de nous-mêmes. Nous aussi, les spectateurs, parce que nous, les spectateurs, nous sommes les artistes aussi, parce que nous regardons, nous avons la vision. Alors, acte d'amour en citation, évocation de la pérennité de l'art où la vie est toujours présente. Selon cet artiste qu'on a mis, pour simplifier, dans l'arte povera ou l'art conceptuel, l'œuvre préexiste à l'intervention de l'artiste, qui est le premier à pouvoir la contempler, selon lui, énigmatique et secret. Alors, je m'arrête, énigmatique et secret, sous le mot énigme. Paolini a eu des rapports d'amitié avec De Chirico à la fin de sa vie, et De Chirico il dit « Qu'est-ce que je pourrais aimer, moi, sinon l'énigme » Et il le dit en latin, c'est une formule latine. L'énigme, le mystère, parce que l'art, pour De Chirico et pour d'autres artistes, et pour Paolini surtout, est énigme, mystère. L'œuvre préexiste à l'intervention de l'artiste qui est le premier à pouvoir le contempler. Selon lui, énigmatique et secret, chercheur des formes et des signes enfouis dans le temps, l'artiste occupe cet espace indéfinissable d'intimité et de silence, comme Rimbaud, absent du monde. Un moment de science et d'expérimentation entre deux mondes, celui des vivants et celui des esprits, ni dedans ni dehors, hors du temps, mais déjà en deçà, où l'on assiste à l'épiphanie de l'œuvre. En 1991, il s'engage dans une exposition au titre significatif Contemplator Enim. Le livre est là. Lucrèce, c'est une phrase de Lucrèce, où il renonce aux espaces des expositions pour se concentrer à l'intérieur de son lieu d'étude, de contemplation, sans point fixe, sans étoile, pour naviguer en solitaire. Et depuis, Paolini assume ainsi sa solitude et son estrangement. Le silence est devenu son univers. C'est lui qui accueille les paroles de l'art et de l'histoire de l'art que Paolini dialogue avec les œuvres de Lotto, Weissler, Chardin, Licini, De Chirico, Morandi, etc., Richter, Duchamp, etc. En mars 2014, au Musée d'art contemporain de Rome, Paolini commence un parcours expositif. Lui ne parle pas d'exposition, il parle d'acte expositif, à l'enseigne de la recherche de l'auteur. Pirandellian.
Et il nous amène à la recherche du rapport de ces derniers au modèle et au spectateur. Dans le petit catalogue du macro, Essere o non essere, il a décidé d'intervenir en citoyen du monde des simulacres, avec son éthique et son amour, ainsi qu'un artiste d'installation, maître de l'espace. Car on a l'impression de rentrer dans un chez lui, et nullement dans des salles d'un musée. Et on passe d'une installation à l'autre déposée par terre. Il prend l'étoile et le met par terre. Il se photographe, lui, en train de marcher dans la rue avec une toile. Et dans cette toile, il y a aussi une photo où il y a lui. Voilà, c'est un parcours de vision. Opposé sur les murs. Chevalet à jour en attente. Des chevalets comme une fuite de Bach, une fuite musicale. Essere o non essere, Delfo, autoportrait, Big Bang, Immacolata Concezione, senza titolo, senza autore, Contemplato Enim, 4 installations où apparaît la main de l'auteur qui dessine, retient un fragment de papier, un papier blanc, un élément d'image à signifier le cheminement de l'œuvre, jamais terminé. Photo finish. L'ospite, où apparaît le portrait d'un autre créateur des labyrinthes, Jorge Luis Borges. Les expositions de Rome et de Londres présentent le nouveau travail Être n'est pas être, dont je vous ai déjà parlé. Et lui, de son travail dernier, il dit l'illusion que poursuit l'artiste depuis toujours, transférer son image à une autre plus significative et donc moins précaire, elle n'est pas du tout inconsciente. Le regard fixé sur une toile ou sur une sculpture ne s'adresse ni à l'auteur ni aux autres. Il n'admet pas un ou beaucoup de points de mire. Il ne fait que réfléchir en lui-même la demande de sa présence même. Emblématique, cette dernière installation nécessite... Alors, qu'est-ce qu'il dit l'artiste ? Encore une fois, je tiens à examiner, à souligner ma personnelle conception de la figure de l'artiste. L'attitude de l'artiste semble parcourir sans cesse les mêmes passages qui marquent une vocation, quelque chose d'impénétrable et mystérieux, semblable à un raptus, à une obsession. Je ne suis pas ici ni ailleurs, tout simplement je ne suis pas. L'artiste n'est pas en dehors du monde, mais il n'est même pas dans le monde. Concevoir une œuvre ne correspond pas à quelque chose qui a titre pour s'affirmer, qui se déroule dans le présent, mais quelque chose qui s'adresse du passé au futur et introduit la mémoire d'un après. L'artiste ne veut pas parler, communiquer en forme directe, en temps réel. Il ne veut pas imposer sa voix, mais écouter, saisir un écho. Rien à déclarer, enfin, sauf le droit de pouvoir l'affirmer, d'observer les silences sans être forcé de les justifier. La vérité de l'artiste, ce n'est pas celle de l'auteur. Elle-même déjà, elle l'était, celle de l'œuvre. La vérité de l'œuvre est cette donnée préexistante, cachée, une donnée non donnée, qui sied à l'artiste de la reconnaître et la révéler à l'attente de notre regard. Un tableau s'annonce mais ne s'accomplit pas. L'image qu'une œuvre nous confie n'est pas quelque chose de formulé et défini pour toujours, mais quelque chose qui nous revient sans cesse en éternel retour. Citation. De la beauté idéale, lui il dit, la beauté apparaît en contre-jour, elle est insaisissable. L'objectif de l'art n'est pas la nature ni la vérité. Comme disait Thoreau, si tu veux vraiment faire quelque chose, donne ta démission, laisse tomber l'investiture. Personne n'est l'artiste, encore moins que les autres, peut arriver à l'absolu de la vérité. L'art ne dit pas, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas, il ne peut pas exercer la raison, mais néanmoins, il ne peut pas non plus s'éradiquer du contexte. L'appartenance n'est pas l'exercice et tout ce qu'exige les contacts entre la sphère de l'art. Le monde de l'art est débordant, saturé de voix et de gestes éclatants, dictés par le déterminisme des auteurs et par leur mission de conservation ou fondamentaliste diffusée et transmise sous le drapeau de l'art qui va sauver le monde. Performance, prêche, précepte, invocation, des voix tendues à proposer ou à imposer des solutions que personne n'a demandées et surtout jamais nécessaires pour l'autonomie sacro-sainte de la beauté impassible que Winkelmann attribuait à la sphère de l'art. L'urgence qui me saisit est motivée par un grandissant
face à l'angoissante et grotesque préoccupation exprimée par la quasi-totalité du monde de l'art contemporain vis-à-vis des destins du monde, les vrais, et par la nécessité pour nous d'en assumer la responsabilité de nous en changer. Quelle vanité et surtout quel sentiment démesuré de supériorité et d'omnipotence. Ainsi, nous, microscopiques habitants de l'univers, nous devrions s'élever en défenseurs de ce qui nous est destiné au sein d'une cosmogonie que nous ignorons totalement. L'attention est désormais attirée par les données d'une sociologie de l'art qui incarne et assume les vrais et seuls péchés mortels conçus au grand dam de l'essence primaire, de la vocation archéologique, de la fouille en profondeur au cœur de la dimension unique et toujours semblable mais sans cesse différente qui anime la sphère de l'art. La parole de l'art est silence.